La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Éclair, Saint-Honoré, Forêt-Noire, Paris-Brest, babka ou encore tarte au citron meringuée, bienvenue dans l'univers sucré de Jeffrey Cagne. Ici, les desserts classiques sont retravaillés avec soin et gourmandise pour faire fondre nos papilles. Et oui, pour rendre hommage à ses pairs et célébrer la pâtisserie, Jeffrey Cagne aime moderniser les pâtisseries les plus connues. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est meilleur qu'un excellent Saint-Honoré ? Après des années à pâtisser pour la maison Steurer, en septembre 2021, Jeffrey Cagne a décidé d'ouvrir sa propre boutique au 24 rue des Moines à Paris. Au menu de cet épisode, un bon dessert doit avoir une construction complexe, mais des goûts simples et qui parlent à tout le monde, mais aussi son amour pour les desserts classiques et pourquoi il aime tant les retravailler, et enfin son conseil, savoir rester simple, aller à l'essentiel et pâtisser avec beaucoup d'amour. Bonne écoute! Bonjour Jeffrey, comment vas-tu ? Bah écoute, bonjour, tout va très bien. Pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Alors moi quand j'étais petit, j'étais déjà très gourmand, donc tout ce qui avait une saveur sucrée déjà, ça me plaisait. Et c'est vrai que ce que j'aimais vraiment, c'était entre guillemets, ce que j'aimais en sortie d'école, c'était ce petit pain au lait avec une barre de chocolat au lait. Très gourmand, en fait, c'est pour moi des choses simples quand on est enfant. Quand on est enfant, on aime vraiment le chocolat au lait, toutes ces viennoiseries, que ce soit les brioches, que ce soit les croissants, que ce soit tout ce qui crée vraiment le goûter, en fait. Est-ce que ça t'a marqué dans ta manière de travailler aujourd'hui ta pâtisserie ? Ben en fait, ça m'a marqué pour une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, la simplicité plaît à tout le monde. C'est que de vouloir chercher à compliquer un dessert, c'est pas pour tout le monde en fait. Il faut penser quelque chose, c'est que le pâtissier ou que ce soit même le cuisinier a tendance à compliquer pour montrer un petit peu son savoir-faire dans un dessert. Et que c'est pas l'attente de nos clients forcément. J'ai remarqué avec le temps que le client il a besoin d'avoir quelque chose de reconnaissable assez facilement, que ça soit de nature très directe quand on mange un dessert, qui cherche pas. J'estime que quand on commence à réfléchir quand on mange un dessert, c'est compliqué. Il faut que ça soit simple. Ça veut dire que si c'est un dessert au citron, il faut qu'on sente le citron. Si c'est un dessert à la framboise, il faut sentir la framboise. Si c'est un dessert au chocolat, on doit sentir le chocolat. On peut l'agrémenter, l'assaisonner, mais il faut que ça soit quand même très marquant. Très marquant dans le sens où le produit doit être valorisé, le produit qu'on veut mettre en avant. Donc simple au niveau des goûts plutôt, pas forcément simple au niveau des textures, de la construction. Non, la construction doit être complexe, mais le goût doit être simple et ça doit être droit au but, quoi. Très clair. Pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour un repas du dimanche midi ? Alors le dessert parfait pour un repas du dimanche midi, déjà, moi le dimanche midi je brunch, donc en fait on va dire que je mange plus salé que sucré, mais ça c'est propre à tous les pâtissiers, je pense que le sucre, on en a une petite overdose, on reste gourmand, mais c'est vrai qu'on aime plus le sucré salé que le salé, le sucré salé que le sucré. Je dirais le dimanche midi,
Donc ça dépend pour qui brunch ou pas. Donc pour ma part, moi je vais manger des viennoiseries. Mais le dimanche midi, ça peut être presque un dessert un peu de grand-mère. Ça veut dire une Ouais. bonne tarte à thym avec donc ces pommes bien caramélisées, un peu encore tièdes, cette pâte feuilletée ou sablée ou brisée. Peu importe comment on aime la tarte à thym, avec un peu de crème fraîche ou une petite glace vanille ou ça peut être si on est dans la saisonnalité des fraises, un bon Ouais. petit fraisier avec des fraises bien juteuses, bien sucrées, une crème très vanillée, un biscuit très ponché. Euh, pour moi, c'est le dimanche, c'est synonyme de partage, donc je pars pas sur un gâteau individuel, je pars plutôt sur quelque chose à partager. Déjà parce que j'ai une grande famille. Euh, et parce que le dimanche, c'est vraiment l'occasion de se retrouver en famille et de pouvoir partager. Mais on reste dans du coup des gâteaux quand même de simplicité, genre délicieux mais simple entre guillemets. Oui. Enfin le fraisier, la tarte tatin qu'on connaît tous quoi. Ben parce que ça parle à tout le monde, C'est encore une vrai. fois. C'est que tout le monde n'a pas les moyens de manger dans un restaurant gastro tous les midis, tous les Ouais. soirs, tous les dimanches. Que, que la culture française est comme ça aussi, c'est qu'on a on est justement dans ces gâteaux de tradition. Ouais. On a quand même une majorité de tradition, ne serait-ce qu'avec tous les classiques qu'on a, que ce soit un Paris-Brest, que ce soit un Saint-Honoré, que ce soit une tarte citron, que ce soit un fraisier, ou même, partons même dans tout ce qui est feuilleté, un millefeuille, Ouais. une tarte bourdaloue ou autre. C'est ces gâteaux qui sont aujourd'hui encore à la mode et qui le seront encore demain. C'est comme la musique classique en fait. C'est Ouais. indémodable. C'est parce que aujourd'hui ça fait partie de notre patrimoine et puis ça fait partie aussi des souvenirs des Français. Et d'ailleurs toi j'ai l'impression que ça marque énormément ta pâtisserie où tu te déclines justement souvent des desserts classiques, donc que ce soit le Saint-Honoré, le Mhm. baba, etc. Et ça a vraiment été quelque chose qui t'a marqué, non? Bah, ça m'a marqué déjà. Alors pour plusieurs choses, c'est que déjà j'ai fait une majeure partie de mon apprentissage, que ce soit mon apprentissage du métier ou de vie dans ce métier chez Storer, et qui est la plus ancienne pâtisserie de Paris. Donc en fait, on est dans le classicisme à la française, avec tout son savoir-faire de cette maison qui a quand même presque 300 ans. Et c'est vrai que pour moi, et comme beaucoup d'autres, parce que je sais pas si tu remarques, mais la jeune génération travaille quand même principalement sur des classiques qu'ils revisitent. Alors, j'aime même pas trop ce terme revisite, mais plus on essaie de s'approprier quelque chose en y mettant son goût, sa texture, son visuel. Alors, le visuel, ça joue beaucoup dans un gâteau, mais c'est pas ce qui fait qu'un gâteau est bon. On parlerait plutôt de structure, c'est ça qui définit bien un dessert. Mais c'est vrai que oui, le classique, c'est ce qui, on va dire, m'anime, j'ai envie toujours de jouer autour de ça parce que par exemple, on prend un Saint-Honoré. Un Saint-Honoré, il y a un vrai savoir-faire pâtissier, que ce soit dans un feuilletage qui est juste bien touré du départ avec des bons feuillets, quelque chose de bien croustillant, bien cuit, pas trop ni pas assez, avec une belle caramélisation. On va partir sur une crème pâtissière ou un crémeux, peu importe, mais ça reste une base de la pâtisserie parce que c'est ce qu'on apprend à faire en premier dans la pâtisserie. Une chantilly ou une ganache montée ou peu importe, mais quelque chose de très mousseux, très aérien qui doit être maîtrisé, pas trop monté, juste aérien, mais qui ne doit pas faire ressortir le gras. On est sur la pâte à choux. Donc le geste maîtrisé de la pâte à choux, une bonne panade qui est bien arrosée en œuf pour créer une belle pâte à choux bien lisse, avec ses aspérités ou pas. On a ce caramel qui est une base aussi de la pâtisserie, qui est maîtrisé, qui est cuit juste comme il faut,
pas au-delà de 160, pas d'amertume, juste une belle caramélisation, quelque chose de très ambré. Et en fait, un dessert comme le Saint-Honoré, en fait, quand on mange un Saint-Honoré, on a plusieurs structures dans la bouche. On a du crémeux, on a du feuilleté, on a de la mousse avec cette chantilly aérienne, on a du goût qui fait ressortir, parce que le gras fait ressortir la vanille. On a ce croquant du chou qui nous rappelle aussi les croquants bouche, ces pièces qu'on aurait pu manger quand on était invité dans une communion ou autre fête. Voilà, on a vraiment ces basiques de la pâtisserie qui font de ce dessert quelque chose de magique et qui font aussi de ce dessert quelque chose de maîtrisé parce que c'est vraiment un dessert de pâtissier. C'est pour ça, du coup, que toi, t'aimes bien reprendre justement les desserts classiques à la française en les modernisant un peu au niveau des goûts. Parce que justement, il y a tellement de bases et ça a été tellement travaillé pour qu'il y ait un bon équilibre des textures, etc., qu'autant déjà travailler bien ces desserts-là. C'est quelque chose qui fonctionne et qui a été fait et que nous, on retravaille au goût du jour, peut-être en sucrant moins, en rajoutant des textures, si on veut rajouter un confit, un caramel coulant ou autre. Mais oui, je trouve ça excitant de retravailler déjà parce qu'on garde ce patrimoine hum, de nos ancêtres de la pâtisserie. Déjà, on continue à travailler sur des œuvres qui ont été créées des fois même par hasard. Je parle des Sœurs Tatin ou d'autres histoires. Après, on ne connaît pas la véritable histoire, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier, c'est qu'en fait, personne n'a réussi, sauf Pierre Hermé, à refaire un classique de la pâtisserie. Il n'y a que Pierre Hermé avec l'Ispahan. Et on a beau chercher, personne n'a fait un dessert aujourd'hui qu'on peut trouver partout, qui n'est pas classique. Tout le monde travaille avec un classique. Il le revisite. Même la bûche, alors elle a beau être tous les ans différente, mais on est quand même sur une forme de bûche. On est soit sur une mousse, moi je préfère personnellement les rouler, mais on reste sur quelque chose qui... Voilà, personne n'a réinventé la bûche et de toute façon, ça sert à rien de vouloir la réinventer. Parce qu'en soi, la bûche, c'est une bûche. C'est une bûche dans le diamètre, en longueur ou en cylindre, peu importe, mais ce qui se partage et que en fait on retravaillera tous les ans sur des nouveautés, mais en fait personne n'a réussi à redécouvrir le classique, à refaire découvrir un nouveau classique qui restera ancré dans les mœurs encore on en parlera dans 50 ans, personne n'y arrive, sauf Pierre Hermé. Mais est-ce que c'est pas un peu le rêve, tu vois, de chaque pâtissier de se dire, moi aussi, je peux réussir à créer le prochain classique? Bien sûr que c'est un rêve de pâtissier, mais déjà, il y a eu tellement de choses de faites et l'évolution de la pâtisserie s'est tellement développée quand on voit le génie d'un Cédric Grolet qui arrive à sculpter des fruits, quand on voit la maîtrise d'un Amaury Guichon qui arrive à créer presque une vie dans des desserts euh, en leur donnant voilà, une forme. On est rentré aussi dans l'ère du trompe-l'œil qui est devenu une vraie mode, que ce soit avec la Madeleine de François Perret, que ce soit avec les fruits de Cédric, que ce soit avec... et j'en oublie, il y a pas que, hein, c'est le métier aujourd'hui, il y a, je crois, énormément de pâtissiers talentueux qui essayent justement de faire de la pâtisserie presque un jeu. D'amuser les gens à manger un dessert, de redécouvrir un dessert et de créer vraiment quelque chose, un moment unique. Mais très difficile de refaire un classique. Très très difficile. Oui, et puis c'est ça, déjà, quand tu arrives à créer un moment unique chez chacun et que chaque personne se dit, ben, tu vois, même juste ce Saint-Honoré que j'ai goûté chez Jeffrey Cagne, il était incroyable et ça m'a marqué. Déjà, juste ça, c'est... Juste, en fait, moi je dis toujours, le retour des... Nous, on fait d'une certaine manière, comme le fait la cuisine ou d'autres métiers comme les fromagers ou autres, on est sur un art éphémère, on est sur quelque chose Ouais. d'artisanal, mais qui est très éphémère parce que des fois on va passer du temps sur des desserts et puis c'est mangé en une bouchée. Mais, mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, je dis toujours, parce que on apprend aussi de nos Bien clients, sûr. des gens qui dégustent, ou même de nos convives, parce qu'on ne cuisine pas forcément que pour nos clients. Euh, on apprend en fait des goûts des gens, des goûts des autres, parce que le goût que nous, on a, c'est pas le goût de tout le monde. Moi, j'ai Ouais. appris
que par exemple, je désucre au maximum maintenant mes gâteaux parce que je crois que j'ai un excès de sucre dans la bouche qui fait que autant j'aime les bonbons Haribo et ça c'est fou, mais autant bah, c'est les gâteaux, je n'apprécie plus mes desserts à leur juste valeur parce que toujours trop sucré pour moi, parce que je connais aussi très bien mes recettes et que eh ben, j'en ai Ouais. marre et que en fait j'attends le retour des clients. C'est eux qui vont juger et c'est eux qui vont me guider pour la suite de ma boutique quoi. Justement, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de cette boutique? Bah déjà j'ai une saveur de bonheur, c'est déjà pas mal. Mm. Même si celle-ci n'a pas de goût, elle est quand même bénéfique pour moi. C'est C'était important de créer mon univers. J'ai eu du mal à trouver vraiment ce que je voulais faire et comment je voulais amener les choses. Euh, et si je devais parler de saveur, ben en fait, je me bats toujours sur le même et je vois en fait c'est la meilleure vente de chez moi et que ça a souvent été la meilleure vente de toutes les boutiques pour lesquelles j'ai travaillé. Ben, c'est le citron parce que je pense que je travaille sur un souvenir. Encore une fois, je travaille sur un souvenir qui se maîtrise avec le temps, qui prend de la maturité et qui est le dessert préféré de ma maman. Cette fameuse tarte citron que j'essaye de toujours revisiter pour l'améliorer et que j'espère encore pouvoir l'améliorer. Mais j'entends souvent comme quoi c'est quelque chose que les gens apprécient chez moi et je vais encore essayer de la pousser pour que voilà, ça soit vraiment une tarte d'exception, même si l'exception n'existe pas. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que voilà, encore une fois, on est sur le souvenir. Le mot souvenir, c'est très important parce que c'est ce qui reflète notre vie, que tout le monde vit dans ses souvenirs et que justement cette tarte citron, j'ai des souvenirs sur la recette que je mangeais. Alors elle la faisait pas elle-même, on l'achetait, mais voilà, ce goût d'enfance, eh ben, j'essaye de le mettre au goût du jour. Ce serait quoi une tarte citron parfaite, idéale? Une tarte citron parfaite, c'est le juste équilibre entre le sucre et le citron, l'acidité, bien maîtriser les cuissons, que la crème ne soit pas trop figée, que cette meringue, qui n'en est plus une, parce que j'aime pas forcément la meringue sur la tarte citron, mais cette crème qui a cet aspect de meringue soit justement très légère et assez subtil en citron, mais qui rappelle aussi la meringue. Ce confit de citron qui ramène un peu de peps, et moi j'y ai mis un peu d'huile d'olive et de basilic justement pour arrondir un peu tout ça. Alors je n'ai rien inventé. Euh, Quand on connaît la tarte citron de Jacques Génin qui fait une tarte citron basilic qui est juste sublime avec une crème limite tremblotante, ce fond de tarte très sablé. Ben voilà, moi c'est ce que j'essaye un peu de refléter avec cette tarte citron pour vraiment donner un peu de soleil dans cette tarte citron, c'est de lui avoir mis un peu d'huile d'olive justement pour retracer un peu les vecteurs de la Méditerranée et puis voilà, redonner un peu de soleil dans l'assiette, quoi. Parce que quand il y a du soleil, il y a du sourire. Quand il y a du sourire, il y a du plaisir. C'est vrai. D'ailleurs, pour revenir sur ta boutique, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de te détacher un peu de l'image de Storer, etc. Et de vraiment, tu vois, parce que même le livre de pâtisserie que tu as fait était quand même très lié à Storer. Donc Mhm. comment est-ce que tu vas un peu réussir à trouver, toi, ton univers? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que mon univers lié à cet horaire, c'était quelque chose de... J'avais pas trop de libre arbitre. J'étais un peu toujours bloqué dans l'histoire de Nicolas Storer, qui n'est pas la mienne. Ouais. On était quand même en 1730 et moi en 1730 j'étais pas né. J'aurais aimé Ah bon? pouvoir connaître Louis XV mais j'ai pas eu cette chance et que concrètement je pense que le livre a été la finalité d'une belle histoire parce que j'ai eu l'histoire aussi bien avec la famille Dolphy qu'avec les premiers propriétaires, pas les premiers mais en tout cas ceux juste avant, Monsieur Dutuy et Monsieur Lénard. J'ai connu beaucoup de choses chez Storer mais en fait, il me manquait quelque chose, c'est de pouvoir montrer ma vraie personnalité. Et j'ai pas cette personnalité. J'ai une personnalité peut-être un peu spéciale, mais
plus arrondi. Ça veut dire que j'aime la pâtisserie, j'aime la simplicité et j'aime aussi le côté instinctif de pouvoir créer des desserts presque le jour pour le lendemain. Et quand on est dans des maisons comme Storer, on peut pas se permettre ça, parce qu'on est obligé de faire des réunions, brainstorming et autres. Tandis que là, en fait, c'est maîtrisé par moi-même, mes équipes, et basta. En fait, j'ai pas à faire valider quoi que ce soit. C'est vraiment à l'instant que ça marche ou pas. Qui va valider? C'est les clients. Et ça, en fait, je l'ai découvert tout de suite en ouvrant. Déjà, j'ai fait une gamme sans prendre trop de risques, très simple. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de vouloir tout montrer d'un coup, bah, je vais découvrir un peu là où je veux aller, là où je veux amener les gens et raconter l'histoire bah, avec du temps. Et là, ça fait 4 mois et aujourd'hui, on se remet en question parce que je suis pas tout seul, il y a mes équipes sur comment on va développer la suite de l'histoire parce que c'est le début d'une histoire et comme toute histoire, en fait, il y a des chapitres et je pense que là, on passe à un chapitre 2. Ça veut dire comment euh, justement approfondir cette signature, comment faire comprendre aux gens qui viennent chez moi et plus chez Storer, parce que j'ai encore beaucoup de gens qui arrivent pas à comprendre est-ce que je suis parti vraiment ou pas. Mais voilà, j'ai pas voulu refaire du Storer, même si d'une certaine manière on trouve le classique. Et c'était toute la difficulté, c'était de se regarder un peu dans un miroir et de se dire qu'est-ce que je représente, quelle est ma pâtisserie. Alors j'ai pris des choses que j'avais développées chez Storer forcément parce que j'y ai laissé un petit peu d'aura, euh, mais j'ai pas voulu faire de copier-coller. Pour moi c'était un chapitre, euh, c'était une page qui se tournait voilà, je pense que je suis encore en train de travailler sur. Je suis en rodage par rapport à ce que je veux montrer et développer sur ce qu'est aujourd'hui ma pâtisserie. Oui, c'est ça. Et puis, il faut que tu te laisses le temps aussi de pouvoir trouver. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. J'ai quitté Storer le 29 février, le 29 janvier. Aujourd'hui, on est presque à un an, mais en fait, entre le 29 janvier et l'ouverture, c'était le 21 septembre. Ouais. Il s'est passé très peu de temps. Il s'est passé très peu de temps pour visualiser ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi les collaborations avec Philippe Conticini qui m'ont permis de voir autre chose, euh, qui ont permis aussi à cette cassure de m'aider dans cette cassure, parce que je suis allé même dans des registres qui n'étaient pas les miens forcément. Donc oui, je pense que tout a fait, tout s'est fait en fait naturellement avec des rencontres, avec des envies différentes, avec l'arrivée de mes jumelles qui m'ont fait voir les choses aussi différemment. Je pense que rien n'est fait au hasard et je pense que c'était le bon moment. Et quand je dis que aujourd'hui on est en rodage, c'est parce que je pense qu'on peut encore faire différemment et que on va trouver le temps de voir les choses. Beaucoup de pâtissiers ont vécu la même chose et je trouve que c'est pas la première année qu'ils étaient les meilleurs, mais la deuxième. Ouais. Parce qu'ils étaient encore en Oui, bien recherche. sûr. En fait, on est en recherche perpétuelle de se dire qu'est-ce qui nous représente. Et c'est une fois que tout ça passé qu'on se lâche. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi l'idée de faire en sorte que les gens te voient plus en association C'est ça. avec la maison dans laquelle Ouais, ouais. t'étais. Et ça, forcément, ça Mhm. demande du temps, Bien etc. sûr. Est-ce que par exemple la collaboration que tu as fait avec Philippe Conticini, ça t'a aidé aussi dans cette recherche de toi, ce que tu voulais faire? Est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? Alors déjà, on va continuer parce qu'on Oui, a oui. aussi, on a aussi une école, un atelier en commun, le Place Dauphine, mais où on va donner des cours ensemble. En fait, Philippe, c'est un ami, et non seulement c'est un ami, c'est aussi, il est associé à mon associé. Donc on est liés par les liens de l'association. Non mais, il n'y a pas que ça, c'est déjà, pour moi... c'est un grand nom de la pâtisserie, donc de pouvoir marcher à ses côtés, c'est très plaisant, c'est même valorisant et je me dis que moi je léchais ses vitrines quand j'étais plus jeune en me disant un jour peut-être que je travaillerai pour lui et qu'aujourd'hui je me retrouve à travailler avec lui. Et c'est vraiment différent en fait. Et ça m'a donné aussi une pêche de me dire que ça acte les choses en fait, de se dire qu'on travaille côte à côte avec un monument de la pâtisserie
Et d'une certaine manière, on se valorise plus parce que il faut garder ce côté de se dire que rien n'est acquis. Euh, J'avais un petit peu moins confiance en moi et aujourd'hui, je sors de tout ça un peu plus fort. Ouais, c'est ça, ça t'aide aussi à gagner un peu en C'est légitimité et à ça, te dire c'est je ça, peux ouvrir ma boutique, etc. c'est ça. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Alors là, il faut retourner dans le passé et Dieu sait que c'est presque 21 ans de pâtisserie. Je dirais ma toute première création. Alors je vais parler d'une création qui m'a porté, on va dire, vers le haut. Ça veut dire que une création particulière qui m'a marqué parce que je l'ai créée simplement et ça a été la première recette diffusée dans un magazine. On va parler de celle-là et c'était Franck Lacroix qui est rédacteur en chef du journal du pâtissier. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas grand magazine de pâtisserie, food pâtisserie et autres n'existaient pas. Et je me souviens très bien, j'étais chez Ediard et j'avais créé une, une, une tarte framboise violette. Euh, et ce dessert-là avait aussi bien marqué l'équipe de Ediard que Franck Lacroix, et notamment la photo. Et en fait, c'est ce qui a été un peu l'élément déclencheur, cette recette, de beaucoup de choses positives derrière. Je me souviens, j'avais acheté un réflexe. J'étais là, j'avais pris peut-être 100 photos du dessert pour essayer d'avoir un dessert parfait. Euh, et puis, ça a été la couverture du journal du pâtissier. Et après, voilà, il y a eu d'autres couvertures et puis ça a commencé et puis j'ai connu Jean-François Pied. En fait, cette recette, elle a été plus élément déclencheur de tout ce qui s'est passé après. Donc, on va dire que cette recette m'a marqué. Mais il y en a eu sûrement d'autres. C'est juste, voilà, Oui. c'est la première qui me vient. Visuellement, ça ressemblait à quoi? Visuellement, ça ressemblait à une tarte, un fond de tarte avec une crème, je me souviens très bien, framboise, confit de violette. Un dôme de mousse glacée violette avec une mousse violette et un intérieur confit de framboise et puis quelques anneaux de sucre tiré parce qu'à l'époque c'était un peu la mode qui donnait un peu de volume à cette tarte et voilà, c'est tout. Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur? Ma toute dernière création, elle avait quelle saveur? Alors ma toute dernière création, c'est la création qui va sortir pour la Saint-Valentin. Parce que pour l'instant j'ai travaillé que sur celle-là. Alors elle n'est pas sortie et elle a deux saveurs. Elle a une saveur donc c'est un divorcé que j'ai fait pour la Saint-Valentin. J'ai revisité. En fait, le divorcé, c'est un gâteau, c'est deux choux côte à côte, café chocolat, avec une crème au beurre pour faire la cassure. Et je me suis dit, pourquoi pas déjà jouer sur le divorcé pour la Saint-Valentin. Je trouve que l'autodérision, ça fait de Oui. mal à personne, surtout avec l'époque qu'on vit. Et en fait, ces deux, pour représenter le côté masculin, j'ai travaillé sur une base de chocolat lait sésame noir. Avec un croustillant sésame noir, amande, praliné, sablé amande, avec une base de mousse sésame noir, un glaçage sésame noir et un praliné sésame noir en intérieur, avec des petits choux dessus, Ok. au charbon actif, une gelée de gruau de cacao, et puis côté féminin, bon après ça peut être l'un ou l'autre, hein. Peut-être que la femme va manger le sésame noir et l'homme va manger le reste, mais l'autre côté, en fait, bon, je peux pas travailler avec la framboise et malheureusement il faut du rouge à la Saint-Valentin, donc j'ai travaillé sur l'hibiscus qui est aussi la boisson de ma femme, qui est le bissap, parce que ma femme est d'origine malienne, donc j'ai travaillé sur une mousse vanille, une mousse très vanillée, vanille de Madagascar, avec un confit de cranberry et d'hibiscus, un sablé cranberry, hibiscus aussi, glaçage hibiscus et quelques choux avec du confit garni de confit hibiscus et de crème vanille. Ok. Voilà.
Mais du coup, c'est un vrai dessert classique qui s'appelle le divorcé. Oui, Ok. le divorcé existe depuis très longtemps. Quand on tape sur Google, on trouve, il y a le divorcé qui était vraiment deux choux collés. C'était c'était un peu comme deux éclairs, un café, un Ouais. chocolat, et ils appelaient ça le divorcé parce que c'était séparé en fait. Donc j'ai trouvé ça ludique de vouloir reprendre cette création et l'appeler le divorcé pour la Saint-Valentin. Oui. Non, c'est Mais, rigolo, je savais pas que ça existait. mais voilà. Et je pense à tout le monde comme ça. Moi. Il n'y a pas de, il y a pas de, C'est En fait, vrai. il n'y a pas que les amoureux qui doivent faire la Saint-Valentin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fête d'amour. Donc, que ça soit Oui, divorcé, célibataire ou autre, tout le monde a le droit à son plaisir. c'est ça, au moins. Tout le monde a droit à son Voilà. dessert. Voilà. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? La pâtisserie, ça représente un plaisir de tous les jours, un hobby, une passion, la gourmandise, tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime aujourd'hui, qui passe bien entendu après ma famille, mais qui est très fortement présente. Et aujourd'hui, c'est mon terrain de jeu en fait. Il n'y a pas de travail, c'est pas un travail pour moi. C'est vraiment du plaisir pur et dur et des rencontres et beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. En fait, ça réunit beaucoup de choses la pâtisserie. Mais à quel moment est-ce que t'es tombé entre guillemets dans la pâtisserie et que vraiment tu t'es dit je veux en faire mon métier, même si tu vois tu le visualises Oui. pas comme un métier à part entière. À quel moment est-ce que tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Bah, à quel moment en fait Alors déjà, j'étais très mauvais élève à l'école, faut le savoir. J'étais pas mauvais, mais en tout cas feignant. Et c'était pas fait pour moi. Et en fait, mon frère était tapissier décorateur chez les Compagnons de Devoir. J'étais à 3 à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Et je me dis, je suis pas fait pour l'école, il va falloir que je trouve une voie. Je découvre un petit peu la pâtisserie dans l'école des Compagnons parce que le prévôt était pâtissier et j'ai toujours été attiré un peu parce que on allait chez Pascal Café à Troyes qui s'appelait le Palais du Chocolat. Il y avait toujours des pièces artistiques en Ouais. chocolat ou en sucre. C'est ce qui attire l'œil d'un enfant. En tout cas, moi j'en étais un à ce moment-là et je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'étais gourmand, j'étais plutôt enveloppé comme je le suis aujourd'hui, mais un peu plus. Et j'avais envie de découvrir ce métier. Et puis c'est vrai que en commençant ce métier avec quelques stages de découverte de collège et puis le début d'un apprentissage, on se rend vite compte que c'est un métier très valorisant, euh, très instinctif aussi parce que on maîtrise d'un simple morceau de sucre, on arrive à le Ouais. transformer de la matière à une forme, à quelque chose avec du goût. Et en fait, ça devient un jeu très rapidement, en fait. Ça devient un jeu parce que j'ai un souvenir qui, début de mon apprentissage, peut-être septembre, donc 6 mois après, 5-6 mois après, on rentre dans la période de Pâques et je travaille chez un pâtissier chocolatier qui était à Avignon, rue des Marchands. Euh, et on rentre dans la période de Pâques et on a tous ces sujets de Pâques à faire avec des petits bonhommes et en faisant une tête avec un moule d'œuf, avec des tubes, on fait des bras. Et je me suis dit, mais en fait, quand on est enfant, on joue avec la pâte à Ouais. modeler, et là, on joue avec le chocolat. En fait, c'est vraiment de l'amusement. Et je me souviens très bien, il nous avait dit, il reste quelques moulages. Est-ce que vous voulez pas faire une petite création? On était deux apprentis, lui et le papa. Et je dis ouais super. Alors on était là tous les deux apprentis et on avait fait une création, on avait mis 6 heures je crois à faire une petite création, un sujet de Pâques quoi, parce qu'on était parti un peu loin. Moi j'avais fait un petit poussin qui sort de son œuf cassé. Bon j'avais rien inventé mais j'étais fier. Oui, bah Et oui. puis en fait il nous avait dit bon bah on le vendra et puis ça vous fera un petit peu d'argent. Alors je trouvais ça sympa et puis on était là, moi je me souviens, on avait fini, on l'avait mis dans la boutique et on attendait comme des fous que quelqu'un achète ces petits sujets, ils se sont vendus. Et en fait c'est là où on se dit, c'est de l'amusement. Ouais. Il y a- Aujourd'hui quand on voit tous les gens qui font des gâteaux pour le plaisir, bah moi ça fait 21 ans que je fais des gâteaux pour le plaisir et pour mon travail, mon métier, mais alors il n'y a pas que des moments faciles. Il y a des moments très durs. C'est vrai qu'éplucher 100 ou 200 kilos de pommes, ça fait pas rêver. Mais
une fois qu'on a passé un petit peu on va dire, ces obligations, c'est que du plaisir, que du bonheur, il n'y a rien d'autre. Et ça, ta vision là-dessus, elle a vraiment pas changé. Enfin, c'est la Non, première vision de la pâtisserie que tu as eue, non. encore Elle, aujourd'hui. elle s'est accentuée. C'est-à-dire que j'ai du mal à partir de mon laboratoire. J'ai du mal à ne pas penser au gâteau. J'ai du mal à ne pas acheter de livres de dessert. Je crois que j'ai pas de livres autre chose que des livres de pâtisserie. J'ai jamais ouvert d'autres bouquins que des livres de pâtisserie. Je crois que le seul livre que j'ai dû ouvrir, c'était au collège et c'était Les Misérables. Et j'ai lu la préface et tout. Donc aujourd'hui, je me suis plus instruit de ce que faisaient les autres, notamment un Christophe Felder ou même un Philippe Conticini ou d'autres, ou Michalak ou Pierre Hermé. Tous leurs bouquins, je les ai à la maison, je les ai feuilletés, ils sont cornés, ils sont abîmés. Tandis que on peut mettre d'autres livres à la maison, ils sont tous en bon état, quoi. Mais non, 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 ça s'accentue et je pense que ça s'accentuera encore plus parce que le métier a tellement évolué qu'aujourd'hui on n'est plus seulement pâtissier, on vit d'autres choses qui sont un peu folles, quoi. Ouais, c'est sûr. Et par rapport aux livres, qu'est-ce que tu trouves, tu vois, justement dans ces livres, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est les alliances de saveurs qui sont faites par les autres pâtissiers? Est-ce que c'est découvrir leur vision? Parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a des textes aussi. En fait, c'est de connaître un petit peu l'histoire de chacun, c'est aussi de pouvoir encore une fois, c'est comme un tableau à chaque photo parce que c'est un art éphémère, c'est ce que je disais. Et en fait, là, pour le coup, c'est scellé dans un livre. Ouais. On a quelque chose et puis on voit l'évolution. C'est-à-dire que Mm. quand je prends un livre des années 90 et que j'en prends un des années 2021 ou 2022, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, Il y c'est a des clair. trucs qui n'ont. C'est un peu comme un vieux disque de Michael Jackson qui n'est pas démodé. Il y a des pâtisseries qui au contraire, étaient peut-être un peu has-been à l'époque et qui le sont beaucoup moins quand on voit un peu ce que j'avais fait avec la religieuse ancienne qui est complètement kitschounet, bah, qui est devenu un petit peu à la mode. On m'a demandé de venir faire ça dans des pays improbables pour des masterclass. Euh, je pense qu'il y a des choses qui se démodent pas. Je pense qu'il y a des choses qui deviennent même presque à la mode, qui étaient complètement has-been. Et puis d'autres, comme notamment les espèces de gâteaux des années 2000, 2000, 2015, on va dire, tous ces entremets en cadre avec très peu de décor, du velours et du colorant, et qui aujourd'hui sont tellement has-been, quoi. Ouais. Donc, et peut-être que dans 10 ans, ce sera les gâteaux à la mode. En fait, il n'y a pas de. C'est comme la mode, en fait, c'est comme les vêtements. C'est un jean Oui, c'est troué, clair. c'est à la mode. Le lendemain, ça l'est moins. Par contre, le 501, ça se démodera jamais. Mais du coup, avoir les livres et voir les photos, l'évolution et tout, ça te permet de voir justement cette évolution, Oui, quoi. oui. Et puis de temps en temps, je retourne dans les vieux bouquins, un peu comme un vieux grimoire, pour me dire, tiens, pourquoi je ne retravaillerais pas sur ce Ouais, dessert? Parce que de toute façon, c'est un cercle sans fin. On est toujours sur le classique. oui, c'est clair. Donc, À quel moment est-ce que dans ta carrière, tu t'es pris la plus grande claque de saveur? Tu vois, le moment où tu as appris le plus de choses sur comment faire ressortir des goûts. je crois que les deux grandes claques de saveur, c'était deux personnes. Alors, le premier chef, c'est Sébastien Godard, qui, je pense, était très en avance sur la pâtisserie et qui m'a apporté beaucoup. Beaucoup parce que j'étais un petit peu en R&D là-bas, au Delica Bar, au Bon Marché à l'époque, et qui m'a donné des saveurs que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait confiance. Donc j'ai encore beaucoup de recettes de cette époque-là, et je pense que la deuxième personne qui m'a apporté plus de fragilité et qui m'a aidé à développer des desserts que je n'aurais jamais fait, c'était Jean-François Piège, par l'assaisonnement, par la maîtrise du goût, par la maîtrise de la texture, par la maîtrise de moins travailler comme un pâtissier, Ouais, moins gelatiné, plus fragile, plus de sablé, un peu de fleur de sel, un peu de zeste de citron, et on arrive à faire quelque chose de magique. très clair. C'est beau. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler? Ton ingrédient chouchou? Bah, mon ingrédient chouchou, il y en a tellement, donc parce que un pâtissier a un panel d'ingrédients. Alors, j'adore la noisette. La noisette, pour moi, c'est quelque chose, mais je pense pas être le seul pâtissier à adorer la noisette parce que
La noisette avec du sucre, ça fait du praliné, donc c'est magnifique. La noisette seule, c'est juste torréfié. C'est un bonbon qu'on enroberait de chocolat pour faire plein de choses. La noisette, c'est déjà beau comme fruit sec. Euh, Ça peut être décoratif, ça peut être... En fait, la noisette est belle, mais en fait, c'est tout, je dirais presque tout, parce que une fraise, elle peut être magnifique, un citron peut être... En fait, tout ce qu'on a comme panel de matières premières, et on a la chance en France d'avoir beaucoup de matières premières nobles, je dirais que c'est une palette de plaisir à chaque saisonnalité. Donc, j'ai pas forcément de. J'attends chaque saison avec impatience pour me dire qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Voilà. Mais est-ce qu'au contraire, il y en a un qui te donne plus de fil à retordre? Tu vois, tu l'aimes Le bien. marron. Ah, Ouais, le marron, la châtaigne. Je sais pas pourquoi. Chaque année, j'essaye de faire un Mont Blanc. Déjà, chaque année, je me dis je le fais et en final, il passe pas, il y va pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le marron, déjà, c'est pas c'est pas la chose la plus facile à maîtriser. Parce que soit ça a pas le goût de marron et que ça a que ouais. le goût de sucre quand on prend un Mont Blanc. Parce que le marron a une texture assez spéciale. Ouais. Parce que j'aime la châtaigne grillée comme ça, un petit peu à l'arrache et juste sucrée, et que je l'aime pas forcément en marron glacé. Parce que c'est pas la chose la plus simple à maîtriser. C'est pas c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est qu'il n'y a pas de... Alors il faut mettre du rhum, il faut mettre du whisky pour refaire ressortir. Et quand on commence à mettre des alcools pour faire ressortir un produit, franchement, c'est pour moi, ça fait des années que je maîtrise pas le marron. Et c'est pas chez Jeffrey Kahn qu'on mangera le meilleur Mont Blanc de sa vie parce que j'y arrive pas. Pour l'instant, j'y arrive pas. Et peut-être que j'y arriverai. Comme quoi, en fait, rien n'est acquis dans la vie. Oui, non, ça c'est sûr. Est-ce que c'est parce que t'aimes pas ça? Enfin, est-ce que Non, j'adore toi-même... ça. Ah oui, t'adores en plus, mais J'adore ça. justement. J'adore ça, mais c'est que je ne maîtrise pas justement. euh, et puis peut-être aussi parce que le sucre. Autant j'adore manger des marrons avec un poulet ou une dinde Ouais. ou peu Oui, en importe. salé, quoi. Mais autant le marron ne m'excite pas hein, au niveau des saveurs dans le sucré. J'aime le Mont Blanc, mais j'aime le Mont Blanc vraiment le plus simple possible. Ça veut dire vermicelle de marron, chantilly et meringue. Ouais. Mais déjà, la meringue, j'ai de plus en plus de mal parce que pour moi, elle est trop sucrée. Et une meringue qui est complètement désucrée, Mm. bah, ça tient pas. Ouais. Donc, faut trouver. Ça, faut se creuser la tête un Voilà. peu. Alors, il y a un autre dessert, enfin plutôt une autre viennoiserie, qui est un peu emblématique, je trouve, de ta pâtisserie, c'est la babka. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour bien réussir sa babka? Qu'est-ce que t'aimes dans cette pâtisserie et qu'est-ce que tu trouves qu'il faut mettre en avant? Bah, alors, la babka, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en Israël, déjà quand je suis parti en masterclass il y a quelques années, et, qu'on a mis au point avec une stagiaire israélienne quand j'étais chez Storer. Je pensais vraiment pas que ça marcherait autant, mais ça a vraiment marché, et puis ça s'est démocratisé, et puis on en voit partout. Pour moi, une babka, déjà, elle doit être presque mi-cuite. Ouais. Ça veut dire qu'une babka, ça peut être très sec, parce qu'en fait, on est sur une pâte, Mhm. presque une pâte à pain, hein, c'est pas une pâte à brioche. Il faut qu'elle soit assez généreuse en garniture, que ce soit pâte à tartiner ou d'autres agréments, parce que maintenant, on en trouve un peu à tout. Mais ouais, il faut pas la cuire. Par exemple, moi, une babka, je la cuis, pour celle que je fais en individuel, c'est 170 degrés pendant 14 minutes. Et pas une de plus, pas une de moins, parce qu'on arrive vite à quelque chose de sec et que ça doit être Mhm. vraiment l'intérieur un peu presque écœurant. Ouais. Mais c'est ça une babka, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est pas, il y en a plein qui la font à base de brioche ou c'est pas parce qu'on fait une brioche tressée que c'est une babka. Une babka, c'est vraiment typiquement différent de ce qu'on avait l'habitude de manger. Le mi-cuit entre guillemets en France, on le mettrait dans les viennoiseries, on n'aime pas ça et puis Ouais. c'est un Sauf peu dans la écœurant. babka. Mais sauf dans la babka. Une Mm. babka sèche, il y a rien de pire. Et Mm. pour moi, une babka, elle est presque, elle est moelleuse et presque croûtée autour et à l'intérieur, c'est vraiment Ouais. un peu comme des crêpes pas cuites, quoi. Un peu comme si on faisait voilà, un gâteau de crêpes. Mm. Voilà, c'est presque ça, en fait.
C'est parce que c'est une cuisson double en fait. On a un cœur presque pas cuit mais en fait il faut pas la manger chaude parce que ça fait vraiment pas cuit pour le coup. Il faut la laisser un petit peu rancir, on va dire quelques heures et en fait ça se mange vraiment à température ambiante Mm. et là on a quelque chose de magique. Ouais, c'est vrai que c'est le côté sous-cuit de Oui oui, l'avocat qui est bon. c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien justement faire des desserts, etc., que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie. Alors, je pense que je vais prendre un conseil simple, c'est de ne... C'est ce que je reprenais un peu, ça reprend un peu ce que je disais, de partir sur des choses simples et basiques et de ne pas chercher à complexiter les choses. Euh, je pense qu'aussi, ça vient aussi de la manière dont on va amener ce dessert. Un dessert, on peut très bien, sans ustensiles, arriver à faire quelque chose de magique. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une ère très Instagrammable. On est toujours en train de vouloir faire les plus beaux desserts du monde, avec des moules en silicone les plus beaux du monde, Mm. avec des formes les plus loufoques. Alors que des desserts, on a besoin d'une génoise, on a besoin d'un peu de crème, on a besoin de fruits. Et en fait, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très beau Pour que ce soit pour que bon. ça soit bon. Et justement, plus ça va être beau, j'ai remarqué, moins c'est bon. Ouais. Parce qu'on veut tellement, par exemple, une viennoiserie, plus elle est belle, plus on voit les feuillets, plus on voit la dorure Mm. bien caramélisée, truc. Et ben en fait, cette viennoiserie, on va la manger 3 heures après, ça sera Ouais. sec, mais sec. Alors qu'une viennoiserie, c'est quoi? Moi déjà un croissant quand je le mange, j'enlève les côtés et je tire le centre quand elle est chaude. Et il faut que ça soit ça en fait. Et c'est comme ça que j'aime la viennoiserie. C'est pas quand elle est sèche. Mm. Je veux pas manger un millefeuille quand je mange une Oui, c'est viennoiserie. clair. Je veux manger quelque chose qui est fondant à l'intérieur avec du croustillant et on s'en met partout. Il y a des miettes, et c'est pour moi, c'est bon pour toute la pâtisserie, c'est que faut aller à l'essentiel. Rien de plus, rien de moins. Après, on peut avoir toutes les meilleures recettes du monde. C'est aussi l'amour qu'on va mettre dans les desserts, l'envie qu'on va y mettre pour réussir un dessert. Et même un dessert raté peut être extraordinaire. C'est vrai. Et des fois, en ratant des choses, on fait des grandes Bien choses. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Mhm. Si tu devais choisir un seul dessert classique, le dessert classique que tu adores retravailler, ce serait lequel? L'éclair au chocolat. Ah ouais? Mm. Alors, je dis ça aujourd'hui, ça pourrait être un autre demain. Mais en fait, quand on arrive dans une pâtisserie, il y a une chose à tester, c'est un éclair au chocolat. Parce que pour moi, c'est un crémeux, une pâte à choux, un fondant. Et en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mm. N'a jamais mangé d'éclair chocolat. Mais quand on mange un éclair chocolat, on sait toute la passion qu'il peut y avoir dans un laboratoire. Si le choix du chocolat est bon, si la texture de la crème est Ouais. magnifique, si la pâte à choux est cuite comme il faut, si le fondant est bien glacé à la main et qu'il a bon goût, et que si l'éclair en lui-même est déjà un bonheur absolu, c'est un dessert simple, mais qui doit être maîtrisé. Donc, je dis, voilà, l'éclair chocolat, et c'est pas pour rien que c'est l'éclair est la pâtisserie la plus vendue dans le monde. Ouais. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens aiment ça. Et pour toi, si on veut savoir si une pâtisserie est bonne, on achète un éclair au chocolat. S'il est réussi, elle est bonne. Si c'est pas C'est réussi, ça. c'est Et très il y a bien. beaucoup d'éclairs au chocolat ratés. Je tiens à le dire. C'est vrai. Moi, tu vois, j'avoue que souvent, quand j'étais petite, tu vois, là où j'ai grandi, il n'y avait pas des pâtisseries Ouais. extraordinaires. Et j'aimais pas l'éclair au chocolat parce que justement, j'aimais pas trop le goût de la crème qui, je trouvais, était pas assez prononcé, etc. Et j'ai découvert très tard qu'en fait, ça pouvait être super bon Mhm. quand t'as une vraie bonne Bien crème et sûr. comme tu dis, tu vois. Et c'est vrai que du coup, moi, c'était un gâteau que j'aimais pas, quoi. Non. Et alors que c'est quelque chose que déjà on peut manger dans la rue, qu'on Ouais, peut manger facilement et qui est une vraie création, quoi. C'est l'éclair au chocolat, c'est partout où j'ai été.
Oui, C'est un des desserts les plus vendus. Donc, et quand il est maîtrisé et qu'il est bon, et que c'est bien fait, ben moi, ça me gêne pas de manger un éclair au chocolat tous les jours. c'est clair. Voilà. C'est quoi la toute dernière saveur que tu as découvert récemment et que tu as aimé? J'ai été surpris, agréablement, d'un chocolat végétal à la noisette. Donc, du coup, c'est pas du chocolat. Ils appellent ça, entre guillemets, autre chose. C'est pas du chocolat, vu qu'en fait, il y a le gras et de la noisette. Il y a du sucre, du lait et c'est même pas, il y a même pas de lait. Non, non, c'est complètement vegan. Donc non, non, il y a pas de lait. C'est le lait de noisette. C'est le lait de Ok. noisette avec du beurre de cacao et autres. Et en fait, c'était très très bon. Et ça ne laissait pas un voile négatif sur le palais. Et notamment, on est en train de travailler avec cette recette, donc c'est avec ce chocolat qui n'en est pas un. Mais comme quoi, en fait, je pense on fait un grand pas vers le végétal Mm. dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'en utilisant, bah, je reprends la noisette que déjà j'affectionne, mais il y avait le sésame aussi qui était très bon. Mais comme quoi, en fait, avec des fruits secs, on arrive à avoir quelque chose dans le végétal qui est juste magique. Mais c'est un des premiers produits que j'ai aimé avec le végétal. C'est-à-dire que les laits de noisettes, les laits de soja et tout, je suis pas fan. Là, pour le coup, il y avait un vrai côté nouveau et novateur. C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé? Dans le sens où tu l'as vu et tu t'es dit, ça c'est une idée géniale, j'aurais bien aimé l'avoir aussi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je l'ai aimé ce dessert très simple. C'est Alors, c'est pas la barquette, je sais pas comment il l'appelle. Je crois que c'est le riz de Soleil de François Mm. Perret, qui est un sablé breton avec un riz au lait juste maîtrisé, une coque de chocolat au lait, un peu comme un petit écolier, Ouais, une coque de chocolat oui. au lait avec un caramel dans le R du Ritz. Franchement, ça a été un moment de plaisir, très simple, juste maîtrisé dans le goût. Et puis en fait, encore une fois, il y a du riz au lait, du chocolat, du caramel Ouais, et du sablé, quoi. C'est pas un- oui, c'est pas des saveurs que... et je l'ai beaucoup aimé ce dessert, vraiment. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon. Si je le dis, non, mais mon péché mignon, je suis un fanatique de, de, de cuisine culture asiatique. Donc je pourrais manger asiatique tous les jours. Donc voilà, que ça soit vietnamien, thaï, chinois, c'est la cuisine que j'affectionne le plus. Donc je pourrais manger ça et je pourrais manger ça à n'importe quelle heure. Donc, et je fais attention. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière, en plus de Philippe Conticini, avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs complètement inattendues? Je pense que si je devais choisir un pâtissier, ce serait Christophe Felder. Parce que j'ai, je me suis penché sur tous ses livres pendant très longtemps. C'est un mec que j'adore, avec beaucoup de simplicité et qui a un talent fou et qui maîtrise vraiment l'art de la pâtisserie sur le bout des doigts et qui maîtrise les recettes très calées. Donc si demain je devais faire quatre mains, ce sera avec Christophe. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es Hmm. plutôt caramel ou chocolat? Plutôt caramel, Saveur de printemps ou saveur d'hiver? saveur de printemps. Baba ou babka? J'aime les deux. Plutôt forêt noire ou Saint-Honoré? Ah, c'est difficile comme question. Non, non, plutôt Saint-Honoré, mais gros coup de cœur sur les forêts noires ces derniers temps. Et plutôt religieuse ou pavlova? Religieuse. Très clair. Bah écoute, merci beaucoup. Alors depuis la troisième saison, enfin là depuis le début de l'année, je demande à chaque invité un petit défi à me lancer et à lancer aux Mhm. auditeurs et auditrices qui voudraient le relever. Est-ce que tu aurais un petit défi pour moi? Que ce soit une saveur à découvrir, à goûter ou à travailler, un dessert à refaire, voilà, un défi pâtissier. Alors,
un défi pâtissier. Je ne veux pas vous défier sur la religieuse ancienne parce que je pense que tout le monde va se foirer. Ça ressemble à l'épreuve, tu sais, du meilleur pâtissier qu'ils ont foiré 2 fois. Non, mais un défi. Je vous défie de réaliser la plus belle galette à la maison sur un feuilletage inversé. Parce qu'en fait, on sait très bien que le feuilletage, c'est très difficile à maîtriser à la maison. Ouais. Et d'avoir des feuillets juste magnifiques. Donc, je vous défie sur un très très beau feuilletage. Bah écoute, est-ce que tu as des conseils ? Parce que j'avoue que moi, j'ai essayé de faire une galette. Franchement, c'était pas si pire. Mais c'est ça, t'arrives jamais à avoir un C'est très résultat difficile parce que, en fait, si j'ai un conseil à vous donner, ne pétrissez pas trop longtemps les 2 pâtes. Ça veut dire que ce soit le beurre manié. Ouais. Si c'est un feuilletage inversé, bon, je complique les choses parce que l'inversé, c'est encore plus dur. Mais que ce soit l'inversé ou la détrempe, faut vraiment la pétrir, mais pas plus qu'1 minute, presque pas mélanger, pour ne pas donner de corps à cette farine et à cette pâte. Donc au moins c'est pétri, au mieux la galette sera réussie. Très bien, et écoute, voilà. On relèvera ton défi. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour finir ? Pourvu que ça dure, pourvu que la pâtisserie ait encore de longues années devant elle, et puis qui même me suivent. Et puis que tu trouves ton univers parfait pour ta boutique. Oui, non, mais voilà. J'ai déjà la définition du bonheur, donc pour moi, c'est que du bonus. Merci beaucoup en tout cas. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Patrice Ibarbour. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!